Bonjour, nous sommes dimanche, on va passer 1 heure en votre compagnie et on est ravis de rencontrer un homme que vous connaissez tous, 40 ans de carrière, 16 albums. C'est Hubert Félix Thiéfaine qui est avec nous ce matin pour notre plus grand plaisir. Il arrive sur ce plateau, tout de noir vêtu, joli look, belle silhouette. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous rencontrer effectivement parce que ça fait longtemps en fait. On se disait ce serait bien qu'il vienne. Mais on sait que bon, il y a une histoire peut-être de bouderie parfois avec les médias. On en parlera tout à l'heure, hein, mais on parlera aussi du phénomène Thiéfaine, parce que il y a un phénomène Thiéfaine. On dit que vous êtes écorché vif, on dit que vous êtes poète, vous êtes inclassable aussi, insoumis. Ça vous plaît ça? C'est un peu ça, oui. Le Jura, où vous habitez, vous entretenez quel rapport avec cette région? Disons que c'est un... J'en ai besoin d'abord, c'est vital pour mon silence et ma solitude, c'est capital même. C'est dans les tripes. J'ai besoin de savoir qu'il y a un endroit quelque part où je peux me réfugier et être seul. Vous êtes misanthrope? Oh, je dirais pas misanthrope, mais j'ai besoin disons que je fatigue assez vite en société et que j'ai besoin toujours d'aller me recharger. Vous êtes l'avant-dernier d'une famille de 6 enfants. Oui. C'est difficile, cette position dans la fratrie? Non, d'autant plus que j'ai eu des problèmes quand dans la petite enfance. De santé? De santé, ce qui fait que mes frères et sœurs aînés m'ont un petit peu chouchouté, quoi. Ouais, vous étiez protégé par eux. Oui. Vous affirmez à 7 ans, tout bascule. J'étais heureux jusque-là, puis à 7 ans, tout bascule. Oui, cette semaine, on a parlé du harcèlement scolaire. Et j'ai été victime de cette chose dont je ne me suis jamais remis. J'ai des noms, si vous en... Les balancer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que comme je venais d'un milieu très catholique pratiquant, j'ai fait ce qu'on appelait la 12e à l'époque, ce qui correspond à la dernière année de maternelle, je pense, la 11e qui doit être le CP aujourd'hui, et puis l'autre, la 10e. Ça, j'ai fait dans des écoles privées. Des écoles chrétiennes, oui, privées et chrétiennes. Et après, je suis entré dans un lycée. Les lycées prenaient de la 12e à la terminale à cette époque-là. Et alors que je sortais de 10e, je devais passer en 9e, et le maître m'a remis dans les 10e. Évidemment, ma mère s'est bougée pour faire évoluer les choses, donc je me suis retrouvé en 9e, mais à tout jamais, le maître m'a eu je suis devenu vraiment son souffre-douleur. Son souffre-douleur, et il a repassé le relais à son collègue les années suivantes. Et évidemment, il a entraîné tout le reste de la classe, et c'était, oui, je suis un des derniers martyrs chrétiens, quoi. Vous allez quand même au petit séminaire ensuite? Oui, parce que ça a continué jusqu'après dans le secondaire. J'ai continué à avoir ces pressions des camarades. Mais vous auriez pu devenir curé, vous auriez... Non, vous avez la vocation? Non, je cherchais à fuir. J'avais des longs moments de réflexion, je me souviens, quand j'avais 8-9 ans, je me disais, qu'est-ce que tu vas faire déjà de ton présent et puis de ton futur? Donc je gambergeais, et puis je trouvais que me barrer de la ville où ça se passait, c'était la meilleure des choses qui pouvait... Donc j'ai demandé à rentrer en pension, puis dans un milieu catholique, on demande le petit séminaire, ça fait tout de suite, c'est plus facile à... On vous a vu en communion là tout à l'heure. Alors, ce qui est assez incroyable quand on regarde vos influences, c'est que vous dites, moi j'ai adoré Claude François. J'ai eu une période yéyé, j'ai adoré Claude François. J'avais 12 ans, c'était Belle, je crois. Et oui, c'est-à-dire quand je suis arrivé dans ce petit séminaire,
tout de suite, on m'a mis à côté d'un camarade qui, lui, au bout de 15 jours, m'avait fait découvrir toutes les chansons qui passaient à Salut les copains. Et déjà, la vocation, elle était déjà bien flétrie. J'ai monté mon premier groupe à cette période, c'est-à-dire ça. Très vite, je me suis dit pourquoi pas chanteur. Et vous aviez ce modèle. Bob Dylan, très important pour vous. C'est plus tard, ça. Ouais. Là, j'avais 12 ans, tandis que Bob Dylan, c'est déjà l'adolescence avancée, c'est 15, 16, 17 ans. Ouais. Lui, il vous a donné envie, quoi. C'est-à-dire, je comprenais pas Bob Dylan, je faisais de l'allemand comme langue vivante. Et puis je sais pas si ceux qui faisaient anglais comprenaient mieux d'ailleurs. Enfin, il y avait quelque chose qui, dans l'album Blonde Don't Blonde que je passais en boucle, pour moi, je sentais une émotion dans la voix, je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait des grands mystères. Puis je me faisais traduire les titres, puis quelques phrases comme ça, et je trouvais ça grandiose et immense, quoi. Je trouvais que j'aimais beaucoup Villon à l'époque et Rimbaud, et je trouvais qu'il y avait une approche puis disons que j'écrivais déjà des chansons un peu faciles, style yéyé, post-yéyé, disons. Mais en même temps, j'avais des cahiers où j'écrivais des poèmes. Et quand j'ai entendu Bob Dylan, puis après Léo Ferré, j'ai compris qu'il fallait que ce soit un seul cahier, quoi. C'est ça. Donc une écriture concise, très ciselée en fait. Ciselée, puis assez quand même folding, quoi. À l'époque, on était en plein dans les années 60, il y avait il y avait quand même une certaine folie qui passait dans les rues. Donc... Bob Dylan, ça nous amène à revoir quelques images, et c'est Laurence Boulet. Mi-rocker, mi-poète, Hubert Félix Thiéfaine est un chanteur à part. Je m'accroche à mes rêves de gosse. Et quand j'avais 10-11 ans, je voulais être chanteur. Donc j'ai tenu. Malgré des débuts difficiles dans les années 70, ce fils spirituel de Léo Ferré et de Dylan a réussi à s'imposer. Sur son premier album figure déjà sa chanson mythique. Thiéfaine enchaîne disques et concerts. Moi, j'allais partout où je pouvais placer mon petit spectacle. Et très vite, il devient populaire. Les gens aiment la sincérité. Il vaut bien que je triche pas par rapport à ce que j'écris. Une écriture très travaillée avec parmi les thèmes récurrents l'enfer du réel ou les paradis artificiels. J'écris pas, moi je crache. Des mots qui touchent un public si nombreux que pour fêter ses 20 ans de carrière, Thiéfaine réussit à remplir Bercy. Ce qui m'importe avant tout, c'est d'être sur scène, d'avoir le contact avec le public et de faire en même temps la musique que j'aime avec un groupe que j'ai choisi. Pour son 14e album, Scandale mélancolique, il choisit de travailler avec des auteurs-compositeurs comme Kali ou Mickey 3D. Puis avec Paul Person, il partage l'aventure d'un album blues rock. Mais en 2008, ce sexagénaire solitaire est rattrapé par une très grave dépression. Et face à ces mauvais démons, Thiéfaine ne connaît qu'un seul exorcisme, composer un nouvel album. Une passion, des chansons, de l'émotion, voilà le triptyque d'un artiste d'exception. Vous avez toujours eu foi dans votre talent? J'ai jamais cru. C'est pour ça que je me suis pas battu quand les autres n'y croyaient pas, quoi. Mais je suis un peu pitbull, je m'accroche. Et c'était un rêve de gosse et je voulais absolument aller jusqu'au bout, oui, perdurer. Aller jusqu'au bout, oui. Je crois qu'il y a une qualité peut-être que très jurassienne, sa persévérance, le fait de garder le cap et d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous faites de l'alimentaire? Non, je crois pas, non. J'ai pas eu besoin. Enfin, non, j'en ai jamais fait parce qu'au départ, je crevais de faim, donc et je voyais pas. Je crevais de faim parce que j'avais pas de boulot, donc j'avais aucune raison de faire de l'alimentaire. Et puis après, non, je crois que quand j'écris, parce que c'est là où ça commence, quand j'écris et quand je compose, je suis seul et j'oublie complètement qu'il y a un public, qu'il y a des disques à faire, qu'il y a des maisons de disques. Non, je suis seul comme à mes débuts dans ma chambre d'adolescent quand je grattais mes premiers accords de guitare. Face à vous-même. Oui, complètement, mais c'est vrai que après, on y pense peut-être en studio, on pense davantage, on dit les arrangements, comment ça peut être pris.
Mais au départ, non, on est seul et on j'essaie de faire la chanson qui va me faire plaisir d'abord. Je suis mon propre public, et au départ du moins. Donc j'essaie de faire la chanson qui n'existe pas et que j'aimerais entendre. C'est à peu près le critère. Votre propre public et votre propre critique, certainement. Oui. Alors, qui est face au miroir? Présentez-vous votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Hubert Félix, TFN. Votre profession? Alors, je pense que c'est chanteur, auteur, compositeur. Situation familiale? Célibataire, 2 enfants. Vous avez une obsession dans la vie? Obsession, j'aurais plutôt des angoisses obsessionnelles. Et une devise? Le franc suisse, non? Pas mal, en joli. ce moment, non, j'ai pas de devise. Vous venez me rejoindre? Alors je sais, et merci, c'est un exercice que vous détestez. Vous nous aviez bien signalé, vous savez, si dans le décor, bon, pourquoi pas, mais surtout pas de miroir. Boum, il y a un miroir dans cette émission. Pourquoi vous n'aimez pas le miroir? Quand on a des tendances schizo, ça fait beaucoup de monde dans le miroir, donc... Vous avez reçu une éducation religieuse, on le disait en début d'émission. Est-ce que vous croyez en une vie après la mort? Non. Non, c'est rideau, là. Puis j'en suis... Oui, j'en suis sûr pour moi-même. Vous dites même, Dieu, je l'ai laissé tomber. Hein. J'ai dit aussi, en question métaphysique, si Dieu existe, c'est son problème, mais c'est pas le mien. J'ai déjà suffisamment des miens à régler, donc... Mais c'est arrivé quand, ça? Oh, ça a commencé assez jeune. Quand j'ai quitté j'ai failli me faire lourder du petit séminaire. Je suis parti d'ailleurs l'année où on a menacé de me lourder parce que, je sais plus, j'avais dû dire des mots très grossiers sur la Bible, à propos de la Bible. Et puis j'avais été dénoncé au supérieur. Mais il y a une année où, dans une disserte, c'était toujours, je pense, là, dans un autre collège chez les jésuites où j'avais essayé de démontrer l'inexistence de Dieu. Donc ça m'a pris très très jeune, vers 16-17 ans. En 2008, vous avez connu une grave dépression, hein, ça a été rendu public. Comment on s'en sort Comment? Parce que c'est un état très douloureux, qui peut être très très long. Est-ce que c'est par sa volonté, sa propre volonté, c'est celle des autres? C'est parce qu'on tombe sur des bonnes personnes qui vous aident à sortir de cette spirale? Comment on s'en sort? C'est simplement une immense fatigue, je pense, à l'origine. Donc il faut déjà se remettre sur pied il faut déjà se remettre de cette fatigue. Moi, je sais ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que d'année en année, je m'arrêtais jamais, j'enchaînais toujours les tournées sur les tournées. Enfin, je faisais jusqu'à 220 chambres d'hôtel par an, ce qui est... J'avais entendu dire qu'à 180, on devenait fou. Je me suis dit, comme je suis déjà fou, ça ne va pas me toucher. Et puis ça m'a quand même... Oui, ça m'a pris... Et comment on s'en sort déjà, on monte dans l'ambulance et puis c'est plutôt les autres qui s'occupent de vous au départ. Puis peu à peu, il y a toute une rééducation à suivre. Avec un psy? Avec des psys, avec des équipes de gens qui ne nous quittent pas, quoi, qui sont des gens d'une utilité suprême. On ressuscite? Peu à peu, oui. Puis on se repose, parce que c'est ça aussi. On se repose quand on m'a dit il va falloir que tu t'arrêtes pendant 1 an et demi et plus. Tu n'as rien à faire, ça va déjà mieux. On pose les valises et on souffle. Et peu à peu, de jour en jour, on nous a débarrassés de nos problèmes de réalité, du quotidien. On prend soin de nous et ça aide. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se conduire non plus comme une loque entre les mains des autres. Après, il y a un travail à faire, mais j'avais très envie de le faire. C'était prémonitoire, cette chanson? Messieurs gris revêtent un hiver qui paralyse les cœurs meurtris. Mon regard vient de l'air glaciaire, mon esprit est une fleur flétrie. Vous l'avez écrite quand? Peu de temps avant. Prémonitoire, je ne sais pas, parce que j'étais déjà dans le contexte. J'avais envie, quand on a passé toute sa vie à écrire et composer des chansons, depuis l'âge de 10-12 ans, il y a un moment où on se confie
on se confie aux chansons. Donc voilà, j'ai mis tout ce qui... J'ai ouvert une balise et j'y ai mis tout ce qui se passait à ce moment-là. Parce que vous le dites aussi, parce que vous êtes quelqu'un en fait très, très sincère. Vous dites d'ailleurs, je ne mens pas. Je dis plutôt la vérité, hein. Vous vous cachez pas, vous dissimulez pas. Je dis pas la vérité, mais j'ai du mal. J'aimerais bien mentir parce que je trouve que parfois c'est joli de mentir, mais je sais pas le faire. J'ai l'impression que quand je mens, il y a des lumières rouges qui s'allument au fond de mes yeux. Ça et que ça se voit, il y a marqué menteur. Parce que vous avez parlé aussi, bien sûr, de vos addictions à la drogue. Là aussi, c'est difficile de s'en sortir. Pour moi, la drogue la plus terrible, c'est l'alcool, parce qu'elle est plus facile. On peut la trouver plus facilement. Elle attaque plus de gens aussi. Alors, drogue dure. Moi, j'ai eu une petite période et quand j'ai vu vraiment que je devenais tout vert, justement en passant devant les miroirs, quand j'ai vu ma gueule, j'ai dit on arrête. C'est pas pour ça que tu survis. Tu as choisi de faire un métier. Vas-y. Donc j'ai pris un sac à dos et j'ai failli en crever. D'ailleurs, j'ai été escalader des cols en Haute-Savoie. Je suis resté 10 jours, une dizaine de jours à plus de 2000 mètres, tout seul. Oui. Et là, j'ai pris des décisions vraiment dures. Oui, je me suis un peu désintoxiqué déjà comme ça, en me forçant. J'ai failli en crever les premiers jours. C'était surtout les premiers jours, c'est les premières grandes montées, donc c'était très très dur. Mais je suis redescendu vraiment métamorphosé, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes sevré totalement? Oui. Ah oui. C'est une autre façon de vivre. Enfin, je crois que j'ai eu plusieurs vies déjà dans le passé. Et que là, je suis vraiment sur une... Oui, je vois les choses autrement. J'ai pas des idées qui ont changé, non. Mais disons, j'ai rencontré un certain bien-être physique déjà, ce qui est important. Mais les idées, les convictions, même l'écriture. D'ailleurs, est-ce que pour écrire et bien écrire, est-ce qu'il faut être malheureux? C'est la grande théorie, ça. Il faut surtout pas être trop chargé d'émotions. C'est-à-dire, si vous avez un chagrin d'amour, par exemple, c'est pas utile d'essayer de prendre une guitare ou une plume. Ça sert à rien, c'est nul. De toute façon, ce qui en sort. Parce que les sentiments sont trop forts. C'est trop fort, ça. Ils annihilent tout. Et puis quand on sent rien, ça arrive aussi où on est vide. C'est pas la peine non plus. Il faut trouver un milieu avec un peu d'émotion, pas trop, et beaucoup de patience pour mettre tout ça en ordre. On a passé une journée avec vous. C'était à Paris. Alors là, vous avez choisi différents lieux. On est allé au musée d'Orsay, on est allé voir Monsieur Courbet. Rien que ça. On est allé aussi dans le 19e arrondissement, enfant, pour aller voir les modèles réduits, hein, comme quoi on ne coupe pas avec son enfance. Et puis voilà, c'était un moment drôlement intéressant que Laurence Boulet et Christophe Mézou ont vécu avec vous. C'est un magasin de souvenirs. Celle-là, je l'ai, j'ai celle-ci. J'ai eu deux périodes. J'ai eu mon enfance où j'étais vraiment un joueur de Dinky Toys. Celle-là, je l'avais. C'est des heures et des heures de passion. J'emmerdais personne. J'aimais pas qu'on vienne m'emmerder non plus, d'ailleurs. Et puis, la naissance de mon fils aîné, ça m'a repris. Je suis tombé par hasard sur mes vieilles Dinky et j'ai décidé de continuer, mais en faisant que des voitures de pompiers. J'ai une vitrine où il n'y a que du rouge comme ça. Et je me suis aperçu que j'étais pyrophobe et je me suis un peu soigné depuis. Celui-là, je l'ai, ça c'est anglais, ça. Ah ouais, je vais pouvoir arrêter la chanson. Hein. Et puis j'ai arrêté le jour où la vitrine a été pleine parce que je n'avais plus les mettre. C'est souvent comme ça, j'ai des coups de foudre, c'est calme. J'ai eu ce genre de choses avec les bandes dessinées. Hein. Une fois que j'en ai eu plein les rayonnages, que j'ai fait que ça pendant 2 ans, je suis passé à autre chose. J'étais amoureux de Paris, ouais, J'ai vécu là pendant 10-15 ans. Donc Paris m'a beaucoup inspiré aussi à certaines périodes. Il y a un moment où à Paris, je me mettais à dessiner des arbres sur mes cahiers de téléphone notamment. Et j'ai compris qu'il fallait que je parte, quoi.
Aujourd'hui, j'aime moins. J'aime moins. Je donne souvent mes rendez-vous à la gare de Lyon. Comme ça, je ne sors pas de la gare, je repars dans la soirée. Donc j'ai un peu de mal avec Paris aujourd'hui. C'est comme une histoire d'amour qui serait un petit peu cassée, quoi. Des histoires d'amour finissent mal en général. Je connais cette gare, qui est un musée que j'ai envie de voir depuis très longtemps, et notamment d'aller voir les toiles de Courbet. J'ai découvert vraiment Courbet à travers la lecture de la bio de Baudelaire. Avant, Courbet, c'était juste un nom dans le paysage franc-comtois. C'est comme s'il avait mis un peu des petits bouts de toutes ces toiles dans une seule. Le paysagiste, l'homme des portraits, les nus. Moi, je voulais faire de la peinture à l'origine, et puis j'aimais pas me salir les doigts, donc je suis plus un oral, donc c'était devant la toile blanche et la page blanche de l'auteur-compositeur. Il y a une démarche qui est un peu semblable, c'est-à-dire au départ, on a cette page blanche où on jette des choses comme ça, puis après on supprime peu à peu le texte, ou la musique, ou le tableau, ça prend tournure, quoi. Je pense que ça devait choquer à l'époque parce qu'on passait du romantisme qui était quand même plein d'ailes et de fantasmagorie à justement à quelque chose de réel. Nous, on y est complètement habitués aujourd'hui. Pour moi, il y a la beauté qui est là, plus un petit peu de nostalgie de ce monde ancien, d'une région que je connais bien. Donc oui, il y a tout ça qui se mélange. Moi, je me souviens, dans les églises, les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre, jusqu'à la fin de ce que j'appellerais la fin de la religion catholique, c'est-à-dire le début des années 60, 66 même. C'est une grande année du rock'n'roll et c'est la fin, c'est le déclin de la religion catholique à tout jamais, 66. La mort, c'est une partie intégrante de la vie, hein. Quelque part, on y pense tous les jours. Et c'est pas... Je pense que ça va pas être mal. Bon, je vais prendre celle-là, alors. On peut me l'envelopper. Vous qui êtes très discret sur votre vie privée, à chaque fois que vous avez eu un enfant, c'est-à-dire 2 fois, vous avez écrit une chanson. Oui, disons que la première chanson, oui, c'était... Pourquoi ce besoin? Je sais pas si c'était un besoin, c'était... Je sais que la première chanson, elle est partie du fait que je prenais ma guitare pour endormir mon fils aîné, et que de soir en soir, j'ai une mélodie qui est venue avec quelques idées de texte. C'est sorti naturellement, c'était pas un besoin. Alors, dans l'album, Lucas apparaît comme conseiller rapproché. Oui. Ça veut dire quoi? Il m'a beaucoup aidé à des périodes où j'étais perdu dans l'album, où je ne savais plus quelle direction on devait prendre. Et il m'a donné des bons coups de main. Oui, Parfois, il est sur scène avec vous? Oui, il était déjà à la tournée précédente, en 2006, au Zénith à Paris. Et puis là, il nous a accompagnés un petit peu sur la tournée d'automne. Qu'est-ce que vous inspire cette chanson? Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules. Mais la solitude... Vous l'aviez rencontré? Oui. Léo Ferré? Oui, je l'ai rencontré. En Toscane? Oui, mais je l'avais rencontré déjà avant, moi, sans qu'il le sache. Mais, mais là, c'était unilatéral. J'ai passé quelques jours chez lui. Qu'est-ce que vous êtes dit? Moi, pas grand-chose, parce que j'étais j'étais complètement inhibé. Alors, il y a beaucoup de tendresse. Enfin, le personnage aussi est sincère. C'est dans la vie comme dans les chansons, quoi. Donc, avec beaucoup de tendresse. Donc, il essayait de
Enfin, on a quand même parlé un peu, mais oui, j'étais assez inhibé à l'époque. Gros succès évidemment du public que le vôtre. Un public qui vous met en lumière, qui vous suit depuis toujours. Nous, on a reçu beaucoup de mails. Les téléspectateurs, sachant que vous étiez présents sur le plateau Théo Café, nous ont envoyé beaucoup de mails, peut-être plus qu'à l'habitude. Vous avez toujours refusé de jouer le jeu de la promo. Alors on s'est interrogé et on s'est demandé voilà, comment on perdure aussi longtemps sans les grands médias. Et on s'est intéressé donc au phénomène Thiéphène. L'enquête de Laurence Boulet. 35 ans de carrière, plus de 4 millions d'albums vendus, des milliers de concerts dont Bercy, Hubert Félix Thiéphène est un artiste incontournable. Et pourtant, les médias l'ont longtemps boudé. Hubert Félix Thiéphène, il a je dirais, tout pour déplaire aux médias et tout pour plaire au public. Et il déplaît aux médias parce que il vit comme un loup solitaire dans le fin fond de son Jura. Il n'écrit pas de tubes ou de chansonnettes pour la radio. Il se bat pas du col pour être en première ligne. C'est vraiment un artiste de chez nous qui est à la croisée de tout ce qu'on aime. C'est-à-dire que c'est à la fois Léo Ferré, c'est Gainsbourg, c'est Noir Désir, c'est Johnny Hallyday. Comment expliquer le succès de Thiéphène? Je crois que simplement parce qu'il est vrai, il est authentique. Et que c'est vrai que sans beaucoup de entre guillemets, promotion, bah, il arrive à toucher beaucoup de gens, mais il n'est pas le seul. Trio ou les Ogres de Barbac, par exemple, qui me viennent à l'esprit, font très peu de télévision et remplissent Bercy. Ils ont un réseau, et ils entretiennent une relation publique par Internet, par une philosophie de vie en fait. Des gens se retrouvent dans leur manière de vivre. Voilà, et donc ils produisent eux-mêmes leurs spectacles, ils louent leurs chapiteaux. Je pense aux Tête Red, qui font de la musique depuis 25 ans, et qui ont été plusieurs fois disques d'or et qui remplissent des zéniths. Ils n'ont pas tenté Bercy, mais ils remplissent quand même des zéniths. On peut faire une carrière sans la télévision, mais c'est plus confortable si on est exposé. Après, il faut être exposé correctement. Et si faire carrière, c'est vivre de sa musique, oui, sans problème, sans problème. Maintenant, si on veut devenir numéro 1, c'est plus difficile de le faire sans les médias. S'agissant de Thiéphène, sa discrétion dans les médias contraste avec son incroyable présence sur scène. C'est un bonhomme, on le voit sur scène, on a envie de le regarder. C'est ça aussi quand même, être un artiste. Il y a tout, quoi. C'est un tout quand même. Tout le monde ne peut pas faire de la scène comme ça. Un type qui remplit Bercy, c'est qu'il existe sur scène. Il a un public fidèle, fidèle. Et puis en plus, je pense qu'il y a aussi pour ce public-là, il y a d'aller le voir à Bercy, il y a un côté solidarité, quoi. En dehors du plaisir de le voir. On veut vraiment que ça soit un succès pour. Je pense que son public a envie de dire à tous ces gens qui n'invitent pas, qui ne soutiennent pas, on vous emmerde. Hubert Félix Thiéphène est populaire. Il est populaire, voilà. C'est un artiste populaire, mais qui touche peut-être pas le même public que celui qui regarde les émissions de télé. Peut-être que si Hubert Félix Thiéphène faisait les émissions de prime time, mélangées avec des artistes qui sortent de la Star Academy, peut-être que de toute façon il plairait pas parce que c'est pas le même public, et peut-être que son public regarde pas ces émissions-là. Donc voilà. Encore une fois, j'ai envie de rendre les choses positives et de dire que peut-être c'est un mal pour un bien. Sans la télé, Thiéphène a réussi à trouver, fidéliser et même renouveler son public. Un bel exemple de carrière au sommet, en marge des médias. Une relation amour-haine, vous diriez, ou passionnelle en tout cas avec les médias? Non, je crois que c'est plutôt de l'indifférence. L'indifférence de la part des médias? De l'indifférence ou de leur votre part? Oui, et puis moi je... Vous n'avez pas tellement cherché non plus. Non. Non, mais pour moi, c'est une nature aussi. C'est dans mon caractère et dans ma nature. C'est pas quelque chose que je cherche absolument. Vous n'êtes pas nombreux quand même à perdurer. Mais je sais autant. pas si c'est. Vous savez, ça devient dur aussi, le métier aujourd'hui. L'industrie du disque, notamment. Oui, ce qui a été dit là, je suis pas sûr que tout est juste par rapport à ce qui va se passer dans le futur. Vous craignez quoi derrière? Je crois que les artistes vont bientôt crever de faim, surtout avec... Sur scène, ça marche? Oui, mais pas... Oui, sur scène. Je parle général, là. Oui, bien sûr. Oui, sur scène, ça peut marcher, disons. Les gens se déplacent de plus en plus pour aller voir des concerts. Oui, peut-être pas tant que ça en période de crise, d'ailleurs. Moi, j'apprends qu'il y a pas mal de concerts qui s'annulent, d'artistes qui rament beaucoup en ce moment.
Et en plus, la vente de disques, elle a complètement chuté par Internet. Donc, il n'y a plus, pour l'artiste, c'est-à-dire pour faire une carrière comme moi j'ai fait ces 40 dernières années, c'était pas facile, mais c'est encore moins aujourd'hui, quoi. Vous préférez avoir votre âge aujourd'hui? Oui, de loin, oui. Pour beaucoup de choses, oui. Notamment pour ça, oui. Vous aviez un projet de chanson, enfin plus qu'un projet, parce que vous aviez écrit des chansons pour Johnny Hallyday. Ça vous a, comment dire, agacé, énervé? Pas du tout. Non, les moi refuse? j'ai accepté parce que je me suis dit, voilà, j'étais disponible. Oui. C'est un artiste que vous aimez? Quand j'étais à ma période yéyé, oui, j'ai adoré, j'ai chanté Johnny, moi, pendant mes premières années. Oui, mais là, quand vous avez écrit des textes pour lui, non, mais je trouvais vous aviez une estime pour lui? Ah oui, en tant que... Oui. Mais pas forcément pour ce qu'il fait aujourd'hui, mais disons que oui, j'ai de l'estime pour l'artiste. Mais disons que ça... Moi, j'ai toujours été prêt à faire plein d'expériences. Et pour moi, c'est une expérience aussi à faire. Donc, je m'y suis mis comme ça, de façon... J'ai dit, oui, expérimentons l'histoire. Ouais, elle n'est pas allée jusqu'au bout, quoi. Si, moi j'étais jusqu'au bout, mais ça n'a pas été accepté. Voilà. Maintenant, ça c'est le le jeu. Donc moi j'ai pas du tout été choqué par ça. J'ai mis les chansons dans le tas et voilà, j'ai attendu, il n'y a rien eu. Bon. Mais quand on écrit pour Johnny Hallyday, on écrit vraiment pour lui ou vous avez écrit en définitive pour vous? Non, j'ai fait attention quand même de lui faire dire des mots qui pouvaient l'intéresser lui et qui pouvaient intéresser aussi son public. Non, j'ai mis des virgules, des points-virgules, des points de suspension. Beaucoup de ponctuation. Cette année, bravo, 3 nominations aux Victoires de la musique. C'est du jamais vu, ça. C'est bien, les nominations, c'est tranquille. Disons que ça fait que... on ferait partie des quatre meilleurs, d'après, quand on est nominé, du meilleur album ou du meilleur, je sais plus. Parce qu'il faudrait que ça reste là, quoi, parce que la cérémonie... Vous irez? Vous y serez? Vous serez présent? On est un peu tenu d'y aller, et de ne pas y aller, ça fait quand même un petit peu... Ça fait tâche. Oui, ça fait prétentieux, donc j'aime pas du tout. Même Sartre, j'ai trouvé prétentieux quand il a refusé son prix, là. Donc, non, je trouve que refuser un prix, c'est pas... Bon, l'accepter, c'est un peu emmerdant, quoi, mais bon... Vous préparez un texte? Oh, je vais préparer la liste des gens que j'ai remerciés parce que les textes, il faut faire, on est en période électorale, tout le monde parle. Non, je sais pas, il faut pas trop en rajouter. Oui. Vous auriez aimé être à la place de Yannick Noah au Bourget dimanche? Non. Dernier? Non. Je suis pas intéressé du tout par la politique, et surtout la politique intérieure. Donc je me mêle pas de ça. J'ai certaines idées. Mais vous voterez? Oui, bien sûr, je vote. Au départ, j'ai mis beaucoup de temps pour aller voter. Parce que je voulais pas donner mon propre pouvoir à des gens que je connais pas et qui ne me plaisaient pas de toute façon. Mais par contre, quand j'ai vu des extrêmes monter, quand j'ai pris conscience surtout un petit peu des enjeux politiques, puis quand j'ai relu pas mal de choses dans l'histoire, je me suis dit qu'on peut pas laisser faire sans y mettre un petit peu de soi. Donc j'ai décidé d'aller voter, je ne sais plus quand, dans les années. Quand j'avais, moi, je sais pas, il y a pas très longtemps, il y a 20 ans, une vingtaine d'années, disons. Parce que par respect pour le droit de vote, et puis parce que je suis un citoyen, voilà, que je suis pas sûr que la démocratie, ce soit l'aboutissement, mais du moins, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Donc, j'ai pas envie de laisser aller, quoi. Si je vous dis Archimède, vous me répondez quoi? Adorable. C'est des garçons adorables. Vous les aimez beaucoup? Oui. J'ai vraiment beaucoup. Et vous pensez qu'ils vous apprécient? Ça, je sais pas. Je pense que oui, mais c'est pas le problème. C'est des garçons vraiment que vous aimez bien. Oui, Boris Bergman. Oui, bien sûr. Oui. Et vous l'aimez bien aussi? Oui. Oh, ça alors, c'est surprenant. Bon, eh bien tous les trois, ils ont croisé leur regard sur vous. Hubert est un parolier, auteur, exceptionnel. Je crois que c'est le dernier
Vraiment l'ultime poète incandescent, nihiliste de la chanson française. Et puis ses textes, une écriture tellement ésotérique, flamboyante, incandescente. Je pense que si un jour on mettait dans les pages roses la phrase de Hugo, la forme c'est le fond qui revient à la surface, il faudrait mettre 2 points, exemple Hubert Thiéfaine, quoi. Pour moi, c'est une icône du rock en France. Lui, il a fait tout à l'envers. Moi, je le trouve beaucoup plus... Je trouve qu'il faisait beaucoup plus âgé il y a 10 ans que maintenant. Je veux dire, lui, il fait le portrait de Dorian Gray à l'envers. Plus il vieillit, plus il devient beau, plus il en impose physiquement. Je vois mon Hubert comme un Alice au Pays des Merveilles au masculin. Je pense qu'il est un peu entre les deux, entre le monde de l'enfance pour le refus du monde adulte, mais en même temps, il a une écriture tellement puissante. De fait, il est plus dans l'enfance. Pour moi, Hubert, il est comme ce gosse qui ramasse des coquillages et qui en sait plus en regardant le coquillage que le mec qui connaît le nom latin, quoi. Ouais. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, ouais. Quand on lui offre des bouquins, il a tendance à pas trop aimer ça parce qu'il dit zut, c'est encore un livre que j'ai pas lu, quoi. Il aime découvrir, c'est une des rares personnes avec lesquelles on se conseille des livres, quoi. C'est quelqu'un aussi qui aime, je pense, la solitude, qui aime bien se promener dans les feuilles mortes, etc. Je suspecte de parler aux sangliers et aux champignons. On sent qu'il est bien, il sait où il est, il aborde les choses avec beaucoup de sérénité. Il a ce que j'appelle des magnifiques colères d'intelligence, quoi. Mais je trouve ça marrant aussi qu'un monstre de gentillesse comme ça puisse abriter quelqu'un de plus viril et de colérique. Il était trop paresseux pour devenir quelqu'un d'autre. Joli, non? Il était trop paresseux pour hein. devenir quelqu'un d'autre. Pas mal. Hein. Merci en tout cas à tous les trois. Je voudrais rappeler qu'Archimède, ils viennent de sortir cet album. Ça vous émeut de savoir qu'il y a des nouvelles générations derrière vous qui s'inspirent de vous? Pour eux, vous êtes vraiment déterminants. Ils viennent de le dire, et très bien d'ailleurs. Si, c'est émouvant. C'est émouvant, oui. Oui, c'est émouvant. Enfin, ça, j'ai découvert un petit peu ce phénomène avec des gens comme Trio ou le groupe Matmata à l'époque. On s'était croisés. C'était la première fois où je rencontrais des gens de mon milieu qui me parlaient comme ça. Alors que c'était en l'an 2000. Hein. Donc j'avais déjà traversé un long désert, disons. Le public, votre public, il a changé? Vous sentez qu'il se modifie d'année en année? Oui, il devient, comment dirais-je, plus tolérant. Ah oui? Oui. Alors, à l'égard de la société, à votre égard? Non, à l'égard de... Avant, c'était quand même... Les premières parties, ça passait jamais, quoi. J'étais gêné, même. Ah oui, et vous attendez, c'était des inconditionnels. Je me souviens d'avoir invité, j'étais tombé dingue du premier album de Calvin Russell, je l'avais invité, et j'ai eu du mal alors que c'était tellement beau ce qu'il chantait. Et vous aviez du mal à l'imposer. À l'imposer, oui. Je faisais un petit peu les chœurs avec lui, mais j'ai eu vraiment du mal. Et beaucoup de groupes se sont fait jeter comme ça. Et maintenant, c'est différent. Alors que maintenant, déjà depuis quelque temps, c'est beaucoup plus ouvert. Hein, oui. Et ça vous plaît davantage, en fait? Oui, bien sûr, parce que j'aime pas les choses, j'aime pas les situations obtuses, quoi. Enfin, cette façon d'avoir des œillères. Vous êtes accompagné ce matin par Alice Beauté, qui est sur scène en général, hein, avec vous, oui. Non? Oui, bien sûr. Hein. Oui. Alors, il est à la guitare, il vous attend, et ça nous ferait extrêmement plaisir que vous alliez le rejoindre. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Tiré bien sûr de votre nouvel album, La Ruelle des Morts. Alors, c'est un titre qu'on entend beaucoup, 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 et qui est un énorme succès. À vous, quand vous voulez. Merci Alice d'être là. Avec nos bidons en fer blanc, on descend de chercher le lait. À la ferme au soleil couchant, dans l'odeur du soir de juillet. On avait l'âge des confitures, des billets, des îles au trésor.
Et l'on allait cueillir les murs en bas dans la ruelle des morts. On nous disait que Barberousse avait ici sa partisan et que dans ce coin de Cambrousse il avait vaincu des dragons. On avait l'âge de nos fêlures et l'on était conquistadors. On déterrait casque et fémur en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. On arrosait toutes nos victoires à grands coups de verre de kéfir. Ivre de joie et sans le savoir, on reprenait Mercel Kébir. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'Orifort qui libéraient la French côté en bas dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les printemps à l'heure des sorties de l'école, quand les filles nous jouent leurs 16 ans pour une bouille de Royal Menthol. Je ne sais plus si c'était Françoise, Martine, Claudine ou Marie-Laure qui nous égouttaient leurs framboises en bas dans la ruelle des morts. Que ne demeurent les automnes quand sonne l'heure de nos folies. J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie. Les enfants cueillent des immortels, des chrysanthèmes, des boutons d'or. Les deux se ramassent à l'appel en bas dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. En plus, cette ruelle, elle existe, hein? Enfin, elle n'existe plus, mais elle a existé. Elle a existé. Oui. Ouais. Justement, je suis retourné sur les lieux. On la devine, mais c'est recouvert par le temps. C'est plus une ruelle. Merci beaucoup, Alice, d'avoir aussi accompagné Hubert Félix. On va passer aux dos à dos. On y va ensemble? Dos à dos, dos à dos, dos à dos, dos à dos, dos à dos. Dos à dos avec vous et des réponses du tac au tac. Qu'est-ce qu'il y a de moins rock'n'roll en vous? Des fois, j'ai des idées un peu réac, c'est vrai. Ça m'arrive. Tiens, intéressant. Votre plus grand mensonge, même si vous ne mentez pas souvent? Bah justement, c'est d'avoir mis le titre, c'est le titre du dernier album, qui est Supplément de mensonge, c'est ça, ouais. Ouais. Le pire et la pire critique que vous avez lue ou entendue sur vous? La pire critique, je lis les critiques depuis peu et j'en suis en 1982 en ce moment. Donc là, le temps estompe un peu tout ça. Ah oui, la chose la plus folle que vous ayez faite par amour? Je me souviens, quand j'avais 17 ans, d'avoir fait 120 km en vélo Solex sous la pluie pour aller rejoindre une copine. Pas mal. Est-ce que vous avez déjà menti à votre psy? Non, je pense pas, non. Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds? La connerie. Est-ce que vous avez déjà eu une aventure avec une fan, une admiratrice? Oui, bien sûr. C'est un peu pour ça qu'on est un chanteur, non? Comment se traduit votre part de féminité? Ah, je te dis ça en ce moment. Quand j'ai des choses que je fais mal d'habitude, j'essaie de me dire, essaie de le faire un peu comme font les femmes, et ça va tout de suite mieux. Alors, je ralentis déjà les gestes, j'y mets de la douceur, de la souplesse. J'y vais pas en goujat, quoi. En concert, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des trous de mémoire? En scène? Ah oui, bien sûr. Comment vous nommez le sexe masculin?
une queue ou une bite. Et le sexe féminin? Une chatte. À votre mort, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on inscrive sur votre pierre tombale? J'aimerais bien qu'on m'incinère surtout et qu'on balance mes cendres. Où? Bon, j'ai pas choisi encore. Il faut que je me dépêche. Si je vous dis Tristan Iwarn. Alors, Tristan Iwarn, c'est un chanteur, compositeur et guitariste qui était à Matmata et qui vient de sortir son premier album solo. Ça tombe bien, on l'écoute. Dans son joli pied à terre, de la vraie Matmahon. Mère Édith s'irrite au moindre frisson, terrifiée de plaire au premier venu sans nom. Vous êtes sensible à quoi? Vous êtes sensible au texte, à la mélodie, à quoi là? Il y a beaucoup de choses très mélodiques, ou mélodieuses, mais enfin on dit plutôt mélodiques. Moi, ce que je préfère chez lui, c'est aussi le côté rock'n'roll. Il y a un mot de la langue française que vous exécrez, que vous utilisez rarement ou jamais? Oui, il y en a. Bonheur, amour. Parce que ça, c'est vide de sens C'est pour vous? vide, c'est creux. Mais bon, je peux les remplacer. C'est pas l'idée qui me gêne. C'est les mots tels qu'ils ont. Trop ordinaire, trop commun. Ou alors il faut vraiment les coller à côté de quelque chose qui est excruciant, ça il faut que j'utilise parce que je crois que c'est un mot qui a disparu aussi. Pas facile à dire. Je voudrais saluer cette biographie que vous connaissez bien sûr, parce que c'est une biographie, comme on dit, officielle, hein, sur vous, par presque un homonyme. Oui. Jean Théphène, oui. C'est vraiment son nom? Oui, je le connais. Moi, je connais son nom depuis longtemps parce que maintenant il est en retraite, mais il était journaliste à l'Ouest. À Ouest France. Ouest France, oui. Donc j'avais lu de ses articles à lui dans Ouest France. Donc évidemment que j'avais noté son nom, quoi. On apprend énormément de choses vous concernant. C'est aux éditions Fayard. Je voudrais simplement aussi dire que vous êtes en tournée et pour longtemps. Alors quelques dates pour ceux qui nous écoutent. Il y a Amiens le 11 février, il y a Saint-Brieuc en Bretagne, le 24 février. Il y a Villefranche le 2 mars, Metz le 8 mars, Moulins le 10 mars. Et on pourrait continuer comme ça éternellement parce que vous faites beaucoup de villes. Combien de dates cette année? Vous n'en savez rien. Je ne sais pas. L'Olympia en novembre. On tourne jusqu'en décembre. Je sais que déjà pour le printemps, là, pour ce qui commence, il y a une quarantaine de dates. Si on veut vous inviter à un dîner, c'est pas possible, quoi. Un soir, vous êtes tous les prix. C'est délicat, mais enfin, on ne tourne pas non plus comme des cinglés tous les soirs. Hein. J'ai fini ce genre d'histoire. Je voudrais vous offrir Dylan. Merci, super. Dylan, image de sa vie. Harry Shapiro, aux éditions Hugo et compagnie. 300 photos qui retracent la carrière de l'artiste que vous aimez tant. Qui a révolutionné évidemment la musique qu'on connaît dans les années 60-70 et toujours d'ailleurs. C'était pas horrible quand même ce matin, ça a été. Ça n'a pas été une corvée. Vous n'allez pas sortir de là, dire plus jamais. Non mais je dois avoir quelque chose comme 4000 concerts derrière moi, mais la télévision, je suis débutant. Je commence, je sais pas trop, je connais pas bien la chose encore. C'était un novice que nous recevions ce matin. J'étais vraiment débutant. Il est stagiaire dans la profession. Ça nous a fait vraiment extrêmement plaisir que vous nous ayez fait confiance et d'avoir été là ce matin sur le plateau Thé au Café, réellement. Je voudrais remercier David Apikian. C'est un peintre architecte d'origine russe. Chaque tableau est composé d'une structure mathématique qui représente une ville ou un objet. Je vous rappelle son nom, David Apikian. Merci d'avoir pris ce thé ou ce café avec nous. Samedi prochain, on se retrouvera en compagnie de Sylvie Testu, ce sera à 9h40. Et puis dimanche, nous serons en compagnie d'Elie Moon. Voilà, toujours des invités extrêmement éclectiques et très différents. Portez-vous bien. Vous aussi, merci. Et puis merci de et puis, désormais, maintenant, vous connaissez l'adresse. Absolument. Voilà, la porte est ouverte. Noté. Dans un instant, un petit bonus pour Internet et l'émission sera rediffusée cette nuit. Au revoir, passez une très bonne semaine. Merci à tous de votre fidélité et merci à vous d'être venus.
she clean